C'est un avis de voyage qui peut paraître très étonnant dans la mesure où il concerne un pays démocratique, un pays ami, notre voisin américain. En fait, Ottawa recommande aujourd'hui aux Canadiens de la communauté LGBTQ+, de se renseigner avant de se rendre aux États-Unis. La mise en garde se trouve sur la page web d'Affaires mondiales Canada. J'en cite un court extrait. Certains États ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes LGBTQ+. Vérifiez les lois locales et celles de l'État concerné. Si cette mise à jour peut paraître surprenante, on sent bel et bien un recul chez nous, chez nos voisins du Sud. Depuis le début de l'année, le nombre de projets de loi anti-LGBT déposés dans différents États avoisine les 500. Invitée à commenter cet avis de voyage, la vice-première ministre est allée de cette déclaration. Les avertissements que notre gouvernement met pour les Canadiens qui voyagent à l'étranger ne sont pas politiques. Travailler avec nos voisins et savoir comment travailler avec nos voisins est une priorité. La priorité, toujours, dans toute notre politique à l'étranger, c'est de protéger les Canadiens et Canadiennes. Mon invité, Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interligne, un service d'aide, de référence et de soutien aux personnes LGBTQ+. Bonsoir, M. Vaillancourt. Bonsoir. Votre réaction quand vous avez entendu après la nouvelle? C'est certain qu'on a été très surpris parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à ça des États-Unis, qui est un pays où on voyage librement. Les frontières sont tout juste à côté. Mais en même temps, c'est pas nécessairement surprenant qu'on en arrive là parce qu'on sait que le climat est particulièrement polarisé, que les discours haineux sont de plus en plus ambiants. Donc, malgré tout, il y a une surprise, mais on voyait quand même venir un peu ça. Là, il y aura des effets bénéfiques, d'après vous, avec cet avis? Mais les effets bénéfiques qu'on pourrait voir, en fait, c'est peut-être que les Canadiens et Canadiennes s'informent davantage avant de voyager, font leurs recherches un peu plus en profondeur. D'ailleurs, je pense que de mettre ce message-là, c'est ce que ça va apporter, mais ça peut aussi avoir l'effet pervers de créer de la peur, de faire en sorte qu'on ne veuille plus aller voyager là. Et ça sera un peu dommage aussi que les gens en arrivent à s'isoler, à ne plus voyager, à perdre ce droit-là, finalement. Vous-même, vous avez vécu cet été une expérience négative. Oui, en fait, mon conjoint et moi, on a voyagé aux États-Unis et lors du voyage, on a croisé un homme qui nous a fait un geste de violence, là, il a simulé une scène de poignardage, finalement, en passant juste à côté de nous. On a soupçonné, en fait, qu'il nous avait, que pour lui, on était des personnes LGBT, ce qu'on était. Et effectivement, ça ébranle le sentiment de sécurité, même si l'homme n'a pas prononcé de mots. Le message était très clair. Est-ce que ça freine votre envie de retourner aux États-Unis ou d'aller aux États-Unis? Est-ce que vous-même et vos membres ou les gens qui vous suivent de près dans votre organisme vont prendre à la lettre cet avis de mise en garde? Je pense que les gens vont peut-être plus s'informer davantage, mais en même temps, c'est certain que je pense qu'il faut savoir aussi que les personnes LGBTQ+, sont souvent dans un état d'hypervigilance déjà en partant. On ne voyage pas les yeux fermés quand on est une personne LGBTQ+. Maintenant, on faisait peut-être pas une recherche très approfondie quand on s'intéressait aux États-Unis. Non. Maintenant, on va peut-être la faire davantage. Il faut faire attention, c'est pas tout le peuple américain non plus qui est homophobe ou transphobe, mais il y a des États où c'est particulièrement difficile. Et vous l'avez nommé d'entrée de jeu, les projets de loi sont de plus en plus nombreux pour la répression des droits LGBTQ+, ce qui fait en sorte d'ébranler encore une fois le fameux sentiment de sécurité auquel tout le monde a droit. On va regarder le tableau. On voit une progression dans l'adoption de lois ou de mesures restrictives. On a beaucoup entendu parler surtout de la Floride, mais ces mesures-là s'étendent ailleurs aussi aux États-Unis. Est-ce que vous avez des indications là-dessus, de l'étendue du phénomène? Il y a une carte qui circule, en fait, qui est faite par des militants sur les sites Internet. En fait, cette carte-là démontre, en mettant des couleurs sur les États, en rouge, les États qui sont le moins fréquentables pour des personnes LGBTQ+, particulièrement pour les personnes trans. Je pense que c'est beaucoup les personnes trans qui sont les plus marginalisées dans et vulnérables, finalement, dans cette situation-là. Mais il y a de plus en plus d'États. Là, on pense au Texas, il y a la Géorgie aussi, où il y a la fierté, si je ne me trompe pas, qui avait été annulée parce qu'il y avait un discours haineux ambiant, des menaces de mort. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui se passent en ce moment. Je pense qu'on doit être alerte en général. Est-ce que vous craignez que ces situations-là se répercutent ici également? Est-ce qu'on parle souvent d'homophobie ou de transphobie, même ici, malgré le fait qu'on reconnaisse les mariages gays, qu'on
reconnaissent les droits des LGBTQ+. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a déjà des choses qui ont des impacts ici. Nous-mêmes, on a nos discours haineux de plus en plus présents ou les discours moins inclusifs des partis conservateurs ou des personnes qui on dirait qu'il y a eu une libération de la parole depuis la COVID au niveau des discours haineux à travers les médias sociaux, mais aussi dans la sphère publique. On l'a vu tout dernièrement aussi avec les manifestations contre les drag queens qui faisaient de la lecture de contes dans des bibliothèques. C'est de plus en plus fréquent, mais même moi qui fais quelquefois des entrevues pour mon travail, quand je finis une entrevue, c'est pas rare non plus que je reçois des courriels haineux, chose que je vivais pas il y a 5-6 ans et même, je dirais, 2 ans. Là. Donc, oui, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis d'ailleurs, je pense que le gouvernement a une responsabilité aussi de regarder chez soi ce qui se passe. Et aux États-Unis, il y a quand même eu des meurtres de masse qui ont touché directement la communauté LGBTQ+. En 2016, c'était 49 morts et 53 blessés dans la fameuse boîte de nuit au Colorado. Oui. Mais en 2022, 5 morts dans un bar LGBT au Colorado Springs aussi. Oui, bien, en fait, il y a aussi en Floride, il y avait eu le bar Pulse aussi, là, si je ne me trompe pas le nom du bar, qui avait fait aussi des morts. Oui, il y a des tueries de masse, il y en a beaucoup, mais des actes de violence aussi. Je me souviens que moi, il y a quelques années à Montréal, on avait organisé un kiss-in avec l'organisme. À l'époque, on s'appelait Gay Écoute. Aujourd'hui, on est devenu Interligne. Mais on avait organisé un kiss-in pour une agression homophobe en pleine rue à coups de poing sur 2 jeunes hommes. Donc, c'est sûr que les tueries de masse, on est moins peut-être exposé à ça ici, mais on a quand même des choses à faire ici en ce moment. Là. Très bien. D'ailleurs, votre service, c'est quoi, 24 heures par jour, 7 jours semaine, vous répondez au téléphone aux gens qui ont besoin d'aide. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance des déclarations de Pierre Poilievre ces derniers jours. En fait, notamment dans une assemblée face à la communauté pakistanaise, disant que ces questions-là devraient être la responsabilité des parents, renvoie les discussions ou les décisions sur l'identité de genre, ça devrait être remis aux parents et pas à l'école, et que le consentement, il y aura une résolution au Congrès des conservateurs dans les jours qui viennent, disant que ça devrait être la responsabilité des parents d'agir, mais aussi peut-être même l'interdiction aux mineurs. Pas de réaction. Ma réaction, c'est quand on parle de droits LGBTQ+, on parle de droits de la personne. Les droits de la personne, ça touche toute la société. Et on remarque souvent dans les discours conservateurs l'instrumentalisation des enfants pour dire qu'il faut les protéger. Il ne faut pas les exposer à ces communautés-là, sinon on va influencer leur parcours. Sauf que la réalité LGBTQ+, c'est une identité. Et ce qu'on sait à travers le temps, c'est qu'en les exposant à des modèles, à une diversité de modèles, ça aide le développement de la personne, ça aide à diminuer la détresse psychologique. Parce qu'aux États-Unis, notamment, on a retiré des centaines de livres dans les bibliothèques. La Floride adopte des lois très, très, très strictes, notamment sur la restriction du programme scolaire. On ne peut même pas parler de ça, là. Oui, avec la loi Don't Say Gay. Oui, puis c'est épouvantable parce que, dans le fond, c'est un très, très grand recul. Quand on pense aux droits LGBTQ+, on parle de 40, 60 ans d'avancée de droits, entre 40 et 60 ans. Là. Et il y a quelques années, quand on recule en arrière, il n'y en avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle LGBTQ+, que ce soit dans la sphère publique, dans la culture. C'était très difficile. Ça aide beaucoup à augmenter la détresse, en fait. Donc, de ne plus en parler à l'école, ça fait en sorte que les enfants n'auront plus de mots pour s'identifier. Ils comprendront pas nécessairement ce qu'ils vivent. Et de ne pas voir des modèles de réussite, ça peut créer davantage de détresse parce qu'être LGBTQ+, ça fait partie de l'identité, mais ça peut être quelque chose de très beau aussi. Alors, Pascal Vaillancourt, donc directeur d'Interligne, merci beaucoup. Et vous avez des services accessibles, encore une fois, là, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.